Bonjour, donc je suis Valérien Macrabit et nous allons répondre aux questions des élèves du lycée de Montbrison, élèves de Madame Courte. Tout d'abord, une capsule sur le voyage en général. Quel est le premier pays que tu as visité et pourquoi est-ce que ça t'a donné envie de continuer à voyager ? Le premier pays auquel je pense, c'était l'Angleterre, où je suis allé m'installer à l'âge de 19 ans pour travailler. Et sinon, mes premiers voyages étaient en Scandinavie, essentiellement. Très bien. Et donc, pourquoi la Scandinavie spécifiquement ? J'ai été attiré par le mystère de ces endroits, voilà, qui est assez nordique, assez lointain de ce que je connaissais. Mais ça fait très longtemps que je n'y suis pas retourné. D'accord, donc une première motivation, le côté mystérieux, la découverte de pays. Et alors, est-ce que c'était pour imiter quelqu'un, l'élève demande une idole ou quelqu'un de cher dans la famille qui aurait été très voyageur ? Pas vraiment. Je ne connaissais pas grand nombre de ma famille qui voyageait énormément. Je n'ai jamais trop lu de récits de voyage, donc c'est venu d'un besoin très spontané et vraiment personnel, je pense. Ouais. Et donc je rebondis là-dessus. Quand tu étais enfant, est-ce que tu avais déjà envie de voyager ? Est-ce que tu pensais déjà à une expatriation ? Pas du tout. D'accord. Non, quand j'ai pris le train pour la première fois à 18 ans, l'avion à 19 et après j'ai eu du mal à revenir, mais non, j'étais pas du tout en intrépide quand j'étais enfant et ado. Très bien. Donc on va passer à quelque chose d'un petit peu plus concret. Qu'est-ce que les voyages t'ont apporté et continuent à t'apporter ? Je pense que les voyages ont nourri un besoin d'aventure déjà. Ils ont apporté un petit peu d'inédit, un petit peu de hasard et de choses imprévues voilà, dans ma vie. J'assouvis une certaine forme de curiosité aussi en voyageant et un besoin de découverte aussi maintenant culturel dont j'ai du mal à me passer aujourd'hui, ce qui fait que j'ai du mal à rentrer chez moi en France. Très bien. Et donc, encore dans le concret, quelles sont les recommandations que tu ferais à de jeunes voyageurs ? Est-ce que tu leur recommanderais de voyager déjà ? Je recommanderais à ceux qui aiment l'aventure de voyager, mais je pense qu'il ne faut pas se forcer non plus. On est peut-être dans une société où on a un petit peu ce dictat du voyage, on a l'impression que c'est le moyen de s'accomplir. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres personnes qui préfèrent rester tranquillement à la maison. Donc il ne faut pas forcer sa nature. Si vous voyagez, soyez sûr de bien vouloir voyager. Ce n'est pas que du positif, hein. Il y a aussi parfois du danger, il y a aussi parfois des difficultés, il y a parfois de la solitude. Donc je pense qu'on embellit parfois un petit peu le voyage. Et si vous avez cet instinct, par contre, allez-y. Et mon conseil, ce serait de voyager léger. Parce que plus votre sac à dos sera petit, et plus vous voyagerez avec aisance et avec facilité. Très bien. Est-ce qu'il y a encore d'autres pays, on ouvre un peu sur le futur maintenant, qui t'attireraient et pourquoi ? Lesquels et pourquoi ? Donc je pense qu'à ce stade, on est 3 ans après Wonderland, j'ai vu les pays qui m'intéressaient le plus à l'origine. Et c'est vrai que maintenant je me découvre des envies plus spontanées, mais qui sont moins essentielles, peut-être de base. Donc je reste assez curieux. Est-ce qu'il y aurait des pays maintenant qui m'intéresseraient particulièrement ? Je suis un petit peu attiré par l'Éthiopie, voilà. Par tous les pays du Moyen-Orient, que je connais assez peu finalement. Et j'aimerais beaucoup retourner en Asie du Sud-Est aussi, mais peut-être dans un pays que je ne connais pas encore, comme les Philippines. Très bien. Une question un peu plus précise maintenant, sur une scène, un sentiment plus précisément, c'est la question qui est formulée, un sentiment incroyable que tu aurais ressenti durant un voyage. Une scène spécifique. Alors, toutes les scènes dans lesquelles j'ai pu rencontrer un animal, évidemment, je pense que c'est vraiment ce que je retiens le plus quand tu me poses la question tout de suite. Évidemment, nager avec les baleines, nager avec les otaries, dans la nature, dans un milieu sauvage, prendre le vélo et faire du vélo dans un parc national au Kenya aussi, donc rencontrer ces animaux, je pense que c'est les moments les plus forts, parce qu'ils se mêlent à la fois de curiosité et un petit peu de peur, et la peur intensifie vraiment les émotions, donc c'est ce que je retiendrai. L'aventure, très bien. Plus précisément maintenant sur Wonderlands, pourquoi est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a donné envie de partir faire ce tour du monde ? À vrai dire, ça a été un concours de circonstances, ce premier voyage. Ce n'était pas prévu comme ça. Je devais au départ aller travailler sur l'île Maurice. J'avais un poste là-bas de professeur. Et finalement, donc, pour diverses raisons administratives,
j'ai appris au dernier moment que je ne pouvais pas partir. Ah. Et à la place, j'ai eu un congé un petit peu spécial de 7 mois. Et pendant ces 7 mois, je me suis dit effectivement que c'était le bon moment pour faire un gros voyage. Et j'ai fait le tour du monde qui a donné lieu au livre Wanderlands et à toutes les chansons récoltées. Donc ça a été un concours de circonstances, un peu d'imprévu. Et je remercie cette malchance finalement, puisque ça m'a permis de changer vraiment totalement de vie aujourd'hui. Et en t'adaptant à la problématique de départ. Très bien. Une question qui revient souvent maintenant sur l'entourage et les proches, leur réaction face à l'idée de te laisser partir. Et toi, la façon dont tu as géré ça. Je pense que j'avais déjà un petit peu habitué ma famille avant de faire ce grand voyage. Ça n'a pas forcément été si facile à comprendre, je pense. Mais à force de répéter ce cycle-là, de repartir chaque année, c'est devenu presque une routine. Voilà, c'est devenu quelque chose de très habituel pour mon entourage. Très bien. Plus matériellement, comment a été financé ce tour du monde? Alors sur le tour du monde de Wanderlands, donc le premier, je travaillais à mi-temps. En fait, j'ai voyagé pendant 7 mois et j'ai travaillé pendant 5 mois. Donc je gagnais la moitié de mon salaire finalement. Donc j'ai vécu avec peu d'argent à ce moment-là, mais suffisamment puisque les pays dans lesquels je me suis rendu étaient quand même globalement des pays bon marché, on va dire. Donc je n'ai pas forcément eu beaucoup de problèmes économiques. Après voilà, tu vis un petit peu, c'est l'aventure, hein, donc tu dors dans ta tente, tu fais du couchsurfing, tu vas dans des petits hôtels des fois ou chez l'habitant. Voilà, je me suis laissé un petit peu porter, mais j'ai pas eu de problème d'argent dans ce voyage du tout. Très bien, parce que justement, une des questions établissait un parallèle entre le fait de partir avec pas un énorme budget et l'émission J'irai dormir chez vous. Ouais. Est-ce que des fois ça s'est passé un petit peu comme ça, par des rencontres, ou est-ce que... Oui, avec une différence, c'est que j'allais rarement demander aux gens d'aller dormir chez eux. C'est quelque chose qui me gênait un petit peu. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est un préjugé un petit peu faux de penser qu'il faut de l'argent pour voyager. Je pense que si on veut voyager, on peut voyager de toutes les façons possibles et qu'on n'a pas forcément besoin d'argent. On a besoin d'argent si on veut voyager confortablement, si on veut partir en vacances. Mais voilà, c'était pas l'idée de ce voyage-là en tout cas. Alors, on en vient, tu as prévenu dès le départ qu'il pouvait y avoir aussi des aspects négatifs dans un voyage et qu'il fallait s'y préparer. Donc, certaines questions demandent s'il y a eu des rencontres qui pourraient être qualifiées de mauvaises rencontres ou des personnes assez détestables que tu aurais pu rencontrer au gré de tes voyages. Est-ce que tu t'en souviens ou est-ce que c'est pas quelque chose qui t'a marqué? Oui, voyager c'est comme vivre, hein, donc dans le monde entier on peut trouver ce type de choses-là. On en trouve même tous les jours dans le voyage parce qu'on est amené à rencontrer beaucoup de personnes chaque jour et donc forcément aussi certaines de ces rencontres sont parfois négatives. C'est pas ce que je retiens particulièrement. C'est vrai que j'ai eu parfois des personnes que j'ai rencontrées, des hôtes sur Couchsurfing peut-être moins sympathiques ou avec lesquels j'avais peu à échanger, mais je pense qu'à 90% ça se passait très bien et j'ai vraiment aucun souvenir d'hostilité maintenant qui me revient. Si ce n'est peut-être voilà, la fois où à Tahiti, je me suis fait voler ma tente la nuit. Mais ça ne s'est même pas passé de façon très hostile, en fait, finalement. Je me suis fait voler cette tente dans mon sac. Ah non, oui. Non, il y avait quelqu'un qui m'a suivi quand même et qui me l'a prise explicitement. Mais ça ne s'est pas passé dans une très très grande violence, en tout cas. J'ai jamais été victime de violence grave dans tous ces voyages-là, dans aucun pays. Très bien. Peut-être parce que j'avais pas le look de quelqu'un qui avait beaucoup de choses sur lui. Et effectivement, je voyais avec peu de choses. La seule chose de valeur que j'avais, c'était mon petit ordinateur qui coûte 100 € sur lequel je tape ce que j'écris. Mais il n'y avait pas grand-chose à voler. Et je pense que les gens le voyaient, donc je me suis fait jamais agresser pour ça. D'accord. Dans les choses à apprendre de ce voyage maintenant, des questions soulèvent l'idée des langues apprises et des problèmes que la barrière linguistique peut parfois poser dans les voyages. Est-ce que tu as des conseils là-dessus et comment est-ce que toi tu t'en es tiré en parlant quelle langue? Est-ce que tu apprenais des choses au fur et à mesure? Alors, je pense qu'en parlant le français, l'anglais et l'espagnol, déjà on peut se tirer d'affaire dans une grande majorité de pays. Dans certains pays c'était plus difficile, peut-être au Vietnam où les gens parlaient assez peu anglais. Et donc, il y a toujours une autre communication qui vient à ce moment-là, une communication non verbale, par la gestuelle, une communication par la nourriture, j'en parle un petit peu dans le livre, mais quand j'ai retrouvé la famille
ma famille du côté maternel au Vietnam. J'ai bien mangé et je pense que c'était une forme de langage aussi, hein, d'exprimer son affection finalement. Donc voilà, et puis ça fait partie du jeu de se heurter aussi à cette barrière un petit peu de la langue, ça fait partie du mystère, c'est ce qui attise la curiosité aussi. Donc il faut l'accepter et l'apprécier aussi, je pense. Très bien. Et alors, justement, pour rebondir sur l'anecdote des repas que tu décris dans ton livre, etc., une question sur justement les passages du livre. Est-ce que toutes ces anecdotes dans ce roman sont vraiment arrivées? Par exemple, il y a un exemple concret que pose l'élève. Par exemple, dans le chapitre de Lance, la scène de l'aéroport où vous dites « mais elles font de charmantes petites filles ». Oui, alors c'est au cœur de tout le questionnement sur Wanderlust. Donc ça peut ressembler à un récit de voyage, et je pense que le lecteur se rend effectivement compte à certains moments qu'on bascule un petit peu dans la fiction. C'est quelque chose qui est tout à fait assumé dans le livre. Il y a un côté très onirique, et ça renvoie au problème que j'ai eu quand je l'ai écrit. J'ai commencé à raconter ces histoires de façon très naturelle, et je me suis confronté à deux choses en écrivant. Premièrement, à la tentation de pas forcément d'embellir, mais à la tentation de fictionnaliser un petit peu les choses pour les rendre plus intéressantes et plus littéraires aussi. Et deuxièmement, je me suis aussi rendu compte qu'exprimer son point de vue et son regard sur une situation, c'est déjà être subjectif, c'est déjà être dans la fiction. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas assumer ça? Et donc dans le livre, je l'assume de plusieurs façons, effectivement. Déjà en prenant des avatars, certains personnages qui ne portent pas mon nom, mais qui sont des figures qui peuvent me ressembler ou pas. Donc je pourrais en parler au cas par cas dans une prochaine capsule. Et donc effectivement, pour cette anecdote de la frontière entre l'Afrique du Sud et je crois que c'est le Swaziland, je me suis effectivement fait arrêter à la douane. On m'a posé ces questions. Évidemment, j'aurais jamais osé répondre quelque chose comme ça. Donc la chute de ce passage-là, c'est uniquement pour la fiction. Donc pas de pacte autobiographique, la fiction est assumée. En même temps, un pacte autobiographique, oui, puisque je reste sincère et les moments de fiction sont assumés et souvent ils sont assez clairs dans le texte. Ouais. Il faut que le lecteur les repère. Exactement, et il y a plusieurs passages qui le disent explicitement. C'est un mélange de réalité et de fiction, parce que notre vie aussi est un mélange de réalité et d'imagination. Voilà. Donc ça reste sincère finalement. Très bien. Alors, une question suivante sur justement le fait d'être solitaire en voyageant, c'est-à-dire de voyager seul. Est-ce que tu as ressenti cela? Est-ce que tu l'as ressenti de manière négative ou positive? Est-ce que c'était volontaire ou est-ce que tu te sentais plus libre comme ça? Voyager seul, c'est voyager effectivement en solitaire et se confronter à la solitude. Peut-être beaucoup moins que ce qu'on peut imaginer, puisque c'est aussi s'ouvrir à beaucoup de choses de l'extérieur. Et donc sur les premiers voyages, je n'ai jamais été seul. J'avais toujours des rencontres chaque jour, c'était très intense. Mais on peut aussi choisir de voyager de façon plus solitaire. C'est ce qui m'est arrivé sur les deux voyages suivants. Je pense que quand c'est accepté, ça peut apporter beaucoup. On y est un petit peu confronté en ce moment avec cette période de confinement. Je pense qu'on se trouve des ressources un petit peu inédites en passant du côté, voilà, dans l'introspection, en se posant certaines questions, et que ça peut être tout à fait bénéfique. Mais c'est vrai que je pense que c'est la première chose à savoir quand on veut commencer à voyager, c'est qu'on va souvent se confronter à soi-même. Et ça peut être peut-être violent au début, ou pour certaines personnes qui n'en ont pas forcément le désir, et ça apporte beaucoup évidemment après un certain temps. Je pense qu'on a besoin de temps pour accepter cette solitude, et que ça devient inspirant après quelques mois. Très bien. Et alors justement, nous terminons par deux questions sur le passage du temps. Quels seraient les regrets que tu aurais? Et un autre élève reformule en disant, est-ce qu'une fois rentré de ce voyage en particulier, la vie n'a pas paru monotone et trop calme après toutes les péripéties qu'il liste voilà. De regrets, aucun. Mais de façon générale, on apprend, hein, on se trompe parfois, on apprend. C'est le fonctionnement de la vie, donc j'ai jamais eu l'impression d'avoir voulu faire quelque chose et de ne pas l'avoir fait. Et retour à la vie normale, oui, ça a été très difficile la première fois, et j'en parle dans le livre, puisque le chapitre qui est consacré donc, au retour en France se passe justement après le premier voyage. Ça s'est fait de façon très insidieuse, je suis rentré, j'étais très content de rentrer, et c'est au fur et à mesure, au fil des mois, que j'ai senti le poids du quotidien et d'une pression que j'arrivais pas à vraiment analyser, mais une pression de routine,
qui m'a beaucoup pesé à ce moment-là et qui m'a beaucoup affaibli. Une fois que ce stade-là est passé, j'ai plus jamais ressenti ça. J'ai accepté. Je savais à quoi m'attendre en venant, je savais à quoi m'attendre en reprenant le travail, au point où aujourd'hui j'ai de mon plein gré accepté et choisi de reprendre un travail normal ici en Turquie. Et de replonger dans une routine. Oui, voilà. Mais quand même de retrouver ce quotidien qui d'un côté est assez confortable parce qu'il peut empêcher un petit peu de penser et que c'est aussi confortable des fois d'arrêter de réfléchir et de se demander vraiment ce qui est important pour nous et de se laisser porter un petit peu par la vie aussi. Voilà. Donc ça peut être un choix aussi. Très bien, et bien merci beaucoup. C'est la fin de cette première capsule sur les voyages.